Après quelques vidéos, et avant d'autres vidéos d'ailleurs qui seront encore consacrées aux 24 heures du Mans, je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir une vidéo consacrée aux miniatures des 24 heures du Mans, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors qu'il y en a énormément qui existent, mais moi j'en ai pas beaucoup. J'ai jamais eu une collection spécifique ou une thématique spécifique dans ma collection 24 heures du Mans. Et puis surtout, celles que j'ai, elles sont un peu disséminées partout. Il y en a chez moi, il y en a dans des cartons, il y en a dans les placards, il y en a chez mes parents, il y en a au grenier. Et parmi celles-là, il y en a des très belles. Hein. Je vous mets en photo. Ça, c'est une RD Marmande. Raymond Dafort qui travaillait à Marmande, qui travaillait dans sa cuisine à base de bois. Hein, il travaillait le bois directement. Et puis avec des emballages, des prospectus, enfin tout ce qu'il pouvait recycler, il faisait ses miniatures. Donc ça, c'est la Chenard et Valcaire qui a été décidée vainqueuse de toute première 24 heures du Mans. Ce serait un peu compliqué. Officiellement, c'est devenu après coup la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans, la première édition en 1923. Et pour rattraper un peu le coup, quand je suis allé sur une bourse il y a pas longtemps, j'ai trouvé des voitures des 24 heures du Mans, donc je les ai achetées. Voilà. Donc je vais pas vous montrer que des voitures des 24 heures du Mans, mais je vais vous en montrer aussi un petit peu. Allez, on attaque avec une voiture de NASCAR. Alors c'est bizarre, hein, je vous ai parlé que j'allais vous montrer des voitures des 24 heures du Mans. Mais en fait, cette année, il y avait une voiture de NASCAR qui était invitée à participer aux 24 heures du Mans. Alors attention, c'est pas... déjà, c'est pas la bonne. Hein, c'est à peu près la bonne couleur, hein, la thématique bleue. Mais elle avait le numéro 24, celle qui a couru cette année. Pas le numéro 23, mais moi c'est 2023. Et puis, je suis pas sûr que ce soit une Chevrolet. Je suis pas sûr, mais ça va, on voit pas trop. C'est pas spécifié, donc c'est pas une Real Toys. Je pourrais peut-être la faire courir avec les miennes, mais c'est un peu embêtant parce que j'ai déjà une numéro 23 avec Phil Condor dans mes courses. Voilà. Et la NASCAR au Mans, c'est pas tout à fait une nouveauté de 2023 parce qu'il y en avait déjà eu dans les années 70. Je vais pas épiloguer là-dessus. C'était des voitures qui ont fait une tentative de montrer ce que c'était les gros muscles américains, et à l'époque les voitures n'ont pas tenu très longtemps. Donc hop, on passe à la suite. On rentre vraiment dans les vrais 24 heures du Mans. Avec, vous l'avez probablement reconnu si vous y connaissez un peu, c'est une Jaguar XJR9. C'est la Jaguar qui a permis à Jaguar de renouer avec la victoire. Ah, il y a un truc qui... Hop. Tant pis. Donc c'est la première Jaguar à avoir gagné depuis je sais plus combien, mais c'est celle qui a remporté le Mans après 7 années de domination totale de Porsche. Donc si je dis pas de bêtises, fin des années 80, je dirais 88, 87, 88, 89, quelque chose comme ça. Vous me corrigerez dans les... Oui, j'ai toujours pas très bien préparé mes vidéos. La base de la XJR9, c'était la XJR8 qui a été championne du monde, mais celle-ci est plus aérodynamique. Voilà, l'arrière est un peu plus... Bon, bref, je vous passe les détails, mais c'est une version améliorée. Elle a gagné avec effectivement le slogan, le sponsor Silk Cut qui était violet et orange. Du coup, je sais pas pourquoi c'est passé en jaune et bleu. Il y a peut-être un truc, c'est que si on regarde... Oh, il y a le prix. Si on regarde le fabricant de la miniature, c'est Guisval. Guisval est un fabricant espagnol. Alors, ça existe toujours, mais maintenant, ils font comme les autres, ils font fabriquer en Asie. Là, c'était vraiment la version fabriquée en Espagne. Et on pourrait se dire, peut-être que, tiens, le bleu et le jaune, c'est les couleurs des Asturies, parce qu'il me semble pas qu'il y ait eu de Jaguar en bleu et jaune. Après, il y en a peut-être eu, hein, si ça vous dit quelque chose, vous me dites. Ou alors, c'est simplement qu'ils se sont ratés, ou que ça a déteint, je sais pas. Bref, voilà, donc je me suis posé la question, bleu et jaune, on sait que c'est la couleur des Asturies. Guisval est espagnol, mais Guisval, je suis pas sûr qu'il soit des Asturies. Voilà. Je crois plutôt qu'ils viennent de la région d'Alicante, qui est avec des couleurs rouge et or, donc ça ne fonctionne pas. Et en plus, Guisval, leur logo en couleur, c'est pour montrer qu'ils sont espagnols, c'est le rouge et le jaune de l'Espagne. Donc je ne sais pas pourquoi celle-ci est bleue et jaune. S'il y a des spécialistes de Guisval qui regardent, je vous en supplie, dites-le moi si vous le savez. Voilà. Mais
Elle rigole, enfin, les roues sont un poil petites. Je sais pas, je l'ai pas testé sur un circuit. Il faudrait voir ce que ça donne, parce que là, je pense que le porte-à-faux avant est un peu long. Mais ça rend quand même vachement bien. Et puis bon, bah, ils ont fait l'effort d'avoir des phares qui reviennent là en vert. En revanche, non seulement c'est pas les bonnes couleurs, mais en plus, vous voyez, bon, bah, là, il y en a qui se sont décollés, mais en plus, c'est trop grand. C'est bon. Allez, on passe. On continue avec une voiture qui a gagné il y a... Attendez, on est encore en 2023, donc c'est une voiture qui a gagné en 93, il y a 30 ans, c'est ça, la Peugeot 905. C'est-à-dire que Peugeot, après avoir dominé le rallye avec le groupe B, puis le raid, ils se sont lancés au Mans. C'était un peu l'escabeau pour aller vers la Formule 1, puisque c'est le même genre de moteur à l'époque avec le groupe C. Donc la 905, elle est jolie, elle est rapide, mais elle n'est pas fiable. Donc ensuite on aura l'Evo 1 qui va abandonner en 91, mais qui va quand même... 91 c'était l'année où Mazda a gagné avec le moteur rotatif quand même. Et puis celle qu'on a ici, c'est l'Evo 1 bis, si je dis pas de bêtises, c'est pas marqué. Mais on sait que c'est celle de 92. Et on n'a aucune idée du fabricant officiellement. Voilà, je pense que c'est du... Je me tenterais bien sur du Solido. Il y a une époque où Solido a pas marqué, non. Mais je suis vraiment pas sûr. Peut-être du Vitesse aussi. Ah, voilà. Bah, si vous reconnaissez, vous serez gentil de me le dire dans les commentaires. Hein, parce que là, je bloque. Et donc, cette Evo 1 bis qui a gagné en 92 et en 93. En 93, elle a fait le triplé. On retrouve le gros aileron qui vient en fait de... C'est Jaguar qui a été très très fort. C'était déjà le cas à la fin des années 80. Vous voyez, ils avaient des ailerons déportés à l'arrière. Vous voyez, un truc qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Et puis après, ils ont fait le gros aileron qui a permis à Jaguar de remporter. Je crois ils ont été champions en 92, même si ce qui compte, c'est de gagner Le Mans, et c'est Peugeot qui a gagné. Et il aurait dû y avoir pour 93 une Evo 2 qui était surnommée Supercopter, mais qui a jamais couru, tout simplement parce que le championnat WEC, le championnat du monde d'endurance, était annulé. Et donc, effectivement, Peugeot a gagné Le Mans 92 et 93 avec relativement peu de concurrence sérieuse. Et l'Evo 2 Supercopter a servi normalement de prototype d'essai pour développer le moteur qui débarquait en Formule 1 l'année suivante. Voilà. Allez, on continue avec une autre voiture qui a couru au Mans. Alors je suis désolé, elle est cachée. Elle est cassée. Pourquoi elle est cassée? J'ai essayé d'ouvrir, c'est parti. Donc nous avons ici une Alpine. Alors j'ai toujours un peu de mal à repérer la différence entre une A210 et une A220. Donc moi je penche pour la 220. Alpine Renault, ouais, ils se sont pas emmerdés. Politoys, ça c'est italien, et donc avec des ouvrants, voilà, pour voir le radiateur à l'avant, pour voir le moteur à l'arrière, hein, très très gros moteur. Ah bah oui, mais voilà, 2, 4, 6, 8, 8 cylindres. Donc, Alpine a beaucoup couru dans les petites catégories, dans les victoires à l'indice. J'en ai parlé sur ma vidéo autour des 24 heures du Mans, la victoire à l'indice. L'indice de performance, ça permettait aux petits constructeurs nationaux de montrer tout leur savoir-faire face aux grosses machines italiennes et allemandes qui remportaient tout au général. Et donc, après avoir remporté l'indice de performance, Alpine s'est dit on va tenter quand même le général. Et on arrive avec d'abord la 210 qui avait le 4 cylindres sur laquelle on a monté un 8 cylindres, un V8 préparé par Gordini à l'époque. Donc il visait la victoire finale au classement général. Je crois qu'ils l'ont jamais eu. C'est une voiture, si je dis pas de bêtises, qui a dû rouler. Donc ça c'est la 210, je dirais fin des années 60, peut-être années 68, 69. Donc pas de succès, des problèmes de fiabilité, des problèmes de tenue de route. Et surtout en face il y avait la GT40 et puis Porsche. Qui écrasait tout. Mais voilà, très très jolie voiture quand même. Et puisqu'on est chez Alpine, là on sort un petit peu du circuit et on sort un petit peu, beaucoup même des 24 heures du Mans, avec cette, c'est le modèle le plus connu d'Alpine, l'Alpine A110. On voit, il y a toutes les infos là. Ronde 74 Henry, c'est une 1800. Alors 74,
ils ont été champions du monde en 73. Mais alors, pas Jacques-Henri. Hein. Jacques-Henri, si je dis pas de bêtises, la Ronde Sevenol 74, il a dû l'emporter. Sinon, on n'aurait peut-être pas eu cette voiture-là. Surtout en 74, il a été champion de France des rallyes, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigez si je dis des bêtises, mais normalement c'est bon. La Ronde Sevenol, c'était à l'époque au mois de mai ou au mois de juin, je sais pas très bien. Et la 1800, vous voyez, avec les grosses ailes et tout, c'était au moins une groupe 4. Est-ce qu'il y avait déjà la groupe 5 à l'époque? Parce que là, c'est quand même assez impressionnant la prise d'air qu'il y a sur le capot arrière, puisque le moteur est là derrière, pour ceux qui ne sauraient pas. Très très gros spoiler à l'avant, et puis quelques appendices aérodynamiques comme les grosses ailes bulles qui sont très très chouettes. Jacques-Henri, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi le père de Patrick Henry qui a été champion de France dans les années 2000 sur Peugeot, champion de France des rallyes. Voilà, il n'y en a aucun qui a vraiment pris. Il me semble que Patrick Henry a fait quelques courses en international, mais je ne suis pas sûr. Alors, après Alpine, on a eu l'épopée Renault Sport, avec le Spider qui aurait dû être une Alpine normalement, et puis surtout avec cette RS01, c'est très rigolo, hein, de se dire que à peu près 20 ans après le Spider, ils se sont enfin dit on va faire une voiture et ce sera la numéro 1. Voilà. Donc la RS01, c'était une voiture qui était prévue pour le Renault Trophy. Donc il y avait, est-ce que ça existe encore d'ailleurs, les World Series, il y avait de la Formule Renault, il y avait de la Clio Cup, etc. Et puis il y avait donc une coupe européenne, voire internationale. Il y avait eu la Mégane Trophy V6. Il y a eu 2 modèles de Mégane Trophy V6. Et j'avoue que je n'ai aucune idée si cette voiture est faite, si cette RS01 est faite sur un châssis totalement nouveau, ou si elle est faite sur, ou si elle a été construite sur une évolution du châssis de la Mégane, ce qui aurait paru assez logique. Donc comme d'habitude, si vous savez, si vous avez une idée de ces informations-là, vous me les mettez dans les commentaires, ce sera gentil. C'est Norev qui nous a pondu... Ah bah oui, c'est un Norev que je pensais tout à l'heure, pas Solido quand je disais que la 905 n'était pas marquée. On n'a aucune information dessus, d'accord. Et je pense que ça ressemble pas tout à fait à ça. Je pense qu'il y a un peu plus de... Le châssis doit être un peu plus élaboré. Mais très très chouette modèle. Ça aurait été très rigolo qu'ils en fassent une version de route. Juste comme ça là pour délirer. Ça aurait été très sympa. Mais ils ne l'ont pas fait, tant pis. Ensuite, allez, on revient chez Peugeot. Une voiture, la 205 GTI. Alors la 205, c'est une voiture qui a 40 ans cette année. Et je m'étais dit, tiens, je ferais bien une vidéo spéciale, mais j'ai pas autant de 205 différentes que je n'ai de Renault 5. Et puis surtout, elles sont, comme je disais pour les voitures du Mans, c'est le même problème. Celles que j'ai sont disséminées dans des cartons, dans différents cartons, à droite à gauche, jusqu'au grenier de mes parents. Donc c'est un peu compliqué de faire une vidéo récapitulative. Voilà, là on a une 205 MC Toys. Je me dis, je ferai peut-être une vidéo si d'ici la fin de l'année j'ai 205 abonnés. Voilà, au moment où j'enregistre, je crois que je suis à 145 abonnés, donc ou 148. J'ai pris une quarantaine d'abonnés là en quelques mois, donc peut-être que ça va continuer comme ça. Si à la fin de l'année j'ai 205 abonnés, je me ferai un peu mal pour sortir une vidéo spéciale Peugeot 205. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, c'est une forme qui est très ronde à l'arrière. Et je trouve que c'est toujours exagéré sur les modèles réduits par rapport à ce qu'on voit sur le modèle normal. Mais ce qui est rigolo sur ce modèle-là, vous voyez, on a un avant de 106, on a un arrière, ça fait plus Talbot que Peugeot. Si on regarde la Peugeot, les croquis de recherche pour la Peugeot 205, je pense qu'on peut estimer qu'on a la même base de réflexion que la Renault 14 à l'époque. Renault 14 qui s'était très mal vendu, donc c'était osé de se lancer dans le même genre de silhouette générale, et ça a quand même sauvé la marque Peugeot, donc c'était bien tenté. Après la 205 qui a notamment été championne du monde des rallyes en version Turbo 16, il y a eu la 206. La 206 qui a été en WRC, donc vous voyez, elle n'était pas assez longue la 206, parce qu'il fallait une distance, il fallait que ça fasse 4 mètres,
et la voiture faisait un peu moins de 4 mètres, donc ils ont fait des pare-chocs proéminents pour que la voiture elle fasse la bonne dimension. Bon, ben on retrouve, voilà, c'est le gros aileron à l'arrière. Là, vous vous rendez compte que c'est quand même un sacré morceau que j'ai. Donc, attendez, je parle un peu de la 206. La 205 a été championne du monde des rallyes dans les années 80. Et la 206 a été championne du monde plusieurs fois, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 fois, dans les années 2000. Là, c'est pas la version championnat du monde. Vous voyez, Yako, c'est plutôt un sponsor qu'on retrouve en championnat de France. Et on voit le nom du pilote, Alex Benguet. Alors, si je dis pas de bêtises, ça c'est la version 2003. Et si je dis pas de bêtises, Alex Benguet a été champion de France 2003 des rallyes. Alors après, j'avoue que je sais pas si c'est censé avoir... J'arrive pas à lire déjà la marque, hein, Saiko. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un mécanisme quelque part? Je sais pas. Peut-être pas. Il y a des ouvrants, comme ça on peut voir un petit peu l'intérieur. Et l'intérieur est quand même vachement bien fait. Là je dois dire que c'est ultra classe. Je sais pas combien je l'ai payé celle-là, mais neuve, elle doit valoir des sous. Et puis elle est quand même vraiment bien détaillée, avec des vrais sponsors, avec une vraie déco, donc tout comme l'après. Donc, puisqu'on parlait d'Alex Benguet, parce que cette voiture-là, elle est sympa, mais Alex Benguet, je crois qu'il a été champion de France en 2003. Ensuite, ça lui a ouvert les portes du championnat du monde avec Skoda, qui n'a pas vraiment performé. Et ensuite, il a été pilote d'essai Peugeot Citroën. Et il a été ouvreur de Thierry Neuville, je crois l'année dernière, et peut-être encore un peu cette année, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a du coup encore une carrière un petit peu dans le monde du rallye. Après la 206 de chez Peugeot, c'est le cousin Citroën qui est arrivé en championnat du monde des rallyes et qui a tout écrasé. Alors, avant la C4 WRC, qui a été, je pense, la voiture la plus titrée en championnat du monde des rallyes, il y a eu la Xara. Donc d'abord, il y a eu la Xara Kitcar, et puis il y a eu celle-ci, la Xara WRC, qui est moins impressionnante, parce que la Kitcar avait des extensions d'ailes qui étaient beaucoup plus importantes, qui a un peu tout gagné, parce que Loeb, Elena et Frecklin. C'est la numéro 18 qu'on retrouve assez souvent, c'est celle du Monte Carlo 2003. Et ben, je suis embêté parce que là, j'ai pas les dates. Quand est-ce que ils ont été champions du monde quand, Loeb et Elena? 2003 pour la première fois? Ou est-ce que 2003 ils ont écrasé le championnat, mais c'est Sainz qui a remporté la course au RAC Rally, le dernier rallye, et les consignes d'équipe c'était de dire à Loeb, tu ralentis, tu assures les points pour être champion du monde constructeur, tu auras le temps d'être champion du monde pilote plus tard. Il me semble que c'est ça. Donc ça c'est une voiture qui a été beaucoup reproduite et ça me donne une idée. Attendez, bougez pas, je reviens. Je vais chercher la version majorette pour la comparer. La version majorette que vous avez vue dans mes championnats de France des années précédentes. Bougez pas. Ouais, alors, la majorette, hop, je vous mets la Norève à gauche, la majorette à droite, c'est censé être la même, c'est du 3 pouces des deux côtés. Alors, la majorette, elle a beaucoup servi, donc elle est en mauvais état, mais on voit que c'est à peu près la même décoration. Pas exactement tout à fait pareil, il y a des choses qui sont pas tout à fait placées, la même taille, tout ça. C'est pas la même échelle, en fait, c'est ça qui est rigolo. Ils font du 3 inches, mais ils font pas exactement, il y en a un qui doit être en... Est-ce que c'est marqué là-dessus? Peut-être que je prends dans mon sens déjà. 1,57 et ça c'est du 1,56, non? C'est pas écrit, j'arrive pas à lire. Bon, bref. Ah, c'est sympa parce que là, je sais pas si vous voyez bien, parce que je sais pas si c'est oxydé ou si c'est juste sali. Là, il y a des informations, on voit donc Citroën Xara, 300 chevaux, 250 km/h, c'est ça qui est marqué, ou 200 km/h? Ou 290, je sais pas. Même moi, j'arrive pas bien à lire. Bon, bref, sur la majorette, il n'y a pas tout ça. Mais on a l'échelle. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, deux voitures presque à la même échelle.
mais pas tout à fait, c'est rigolo. Et pas exactement les mêmes détails de finition, mais pas loin non plus. Voilà, c'était juste pour dire que j'avais les deux et que je suis très content d'avoir les deux. Je vais continuer de faire rouler celle-ci parce que celle-là, j'ai peur de l'abîmer. Elle est toute belle, elle est toute mignonne, ce serait dommage. Donc après la Xara WRC, j'ai dit qu'il y avait eu la C4 WRC que vous avez déjà vu dans certaines vidéos mais que je n'ai pas ici. Et ensuite il y a eu la DS3, donc une Citroën DS3, parce qu'avant d'être une marque à part entière, DS c'était juste une sorte de label, vous voyez, comme le Renault Sport RS. Ben voilà, après c'est devenu une marque, mais du coup la DS numéro 3, enfin je sais pas comment dire, bref, la marque DS n'a jamais roulé en championnat du monde des rallyes, c'était Citroën qui engageait la DS3 WRC, qui a quand même fait beaucoup pour rajeunir l'image, parce que la Xara c'était bien hein, pour montrer une image un peu sexy de la marque ou sportive, mais la voiture en soi n'était pas du tout sexy. Ça marchait beaucoup mieux. Elle est toute dorée avec le logo Abu Dhabi. Ça veut dire qu'ils ont perdu le sponsor titre qui était Red Bull. Donc la DS3 était championne du monde après la Xara du coup 2010 ou 11 ou 12, quelque chose comme ça. Et puis pareil, c'était le triplé, c'était pilote, copilote, constructeur. Mais Abu Dhabi, ça veut dire que Red Bull est parti. Or, Red Bull aimait bien à l'époque, a toujours bien aimé, sponsoriser les marques qu'elle allait gagner. Donc, à l'époque, c'est 2013, Red Bull est parti chez Volkswagen. Et le championnat aussi. Voilà. Donc, 2013-2014, les championnats sont partis à Ogier, sur la Polo. Mais là, on a une chouette voiture. Alors là, il n'y a aucune information. Voilà, c'est dommage. Là, ils ne se sont pas emmerdés. Dommage, j'aimais bien moi l'idée d'avoir plein d'informations sur la voiture en dessous, puis ça leur coûte pas trop cher de le faire. Et elle est quand même chouette avec cette couleur-là. Puis surtout, elle est en bon état, parce que j'en avais déjà une, mais qui était en très très mauvais état. Donc là, voilà. Maintenant, il m'en faudrait une en Red Bull pour avoir la totale. Allez, on passe à tout à fait autre chose. Pour terminer, on va faire deux concepts. Alors, hop, je vais peut-être enlever la boîte à celui-là d'abord. Tac. Ça, c'est... ouais, vous voyez, c'est écrit Webasto Welcome to. Alors, on va commencer dans l'ordre. Webasto, je sais pas comment il faut prononcer d'ailleurs. C'est très connu par les camionneurs ou les camping-caristes parce que c'est même une antonomase. C'est-à-dire que maintenant, on parle de le Webasto quand on parle du chauffage. C'est un chauffage qui est branché sur le réservoir. Donc, ça ne vous pompe pas trop la batterie, mais ça vous pompe un peu de fuel. Ils font pas que ça. Hein. Webasto, c'est un équipementier. Et du coup, il y a eu une mode à un moment donné de présenter, dans les années 2000, de présenter des véhicules pour... dire, ah, vous voyez, on sait faire ça, et ça, et ça, et ça, puis essayer de faire parler de soi dans la presse spécialisée. Et si ça s'appelle Welcome 2, c'est qu'il y a d'abord eu une Welcome 1, qui a été sortie en, je crois, 2001 pour fêter le centenaire de la marque Webasto. Celle-ci, la 2, est sortie, je crois, en 2003, parce que j'imagine qu'ils l'ont présentée sur leur salon en Allemagne. Et donc le salon en Allemagne, c'est en alternance avec le salon, le mondial de l'auto à Paris, donc c'est tous les 2 ans. Voilà, c'est tout simplement un démonstrateur de savoir-faire, c'est pas censé ni rouler ni impressionner la galerie. C'est rarement beau quand un fournisseur équipementier comme ça se lance dans un concept car, ils font rarement des choses vraiment intéressantes visuellement, alors que je suis sûr qu'ils ont fait travailler des designers de renom dessus. De renom, peut-être pas. Non, peut-être pas exagéré. Peut-être que c'est un designer en interne qui rêvait de faire des bagnoles et on comprend pourquoi il n'est pas devenu designer automobile. Mais voilà, c'est une petite curiosité, ça existe voilà, dans le monde de l'automobile, c'est bien de le savoir. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste une plaque, alors je sais pas à quoi elle servait à l'époque, mais voilà, qui ferme le coffre. Et enfin, pour la toute dernière, on reste à peu près dans le même genre d'idée. Celle-là, je l'ai même pas sortie. C'est une Matchbox, alors je ne l'ai pas sorti aussi parce que c'est un emballage pour les 70 ans de Matchbox, moi qui aime bien les anniversaires, bah voilà, c'est chouette. Voilà, ça c'est un achat neuf, hein, donc, qui est sorti en 2022 je crois, que j'ai acheté là cette année. Donc c'est cette année, les 70 ans, et c'est le Push and Puller.
Je sais pas très bien quoi vous en raconter. C'est une voiture qui peut rouler dans les deux sens. Si vous regardez, c'est marrant parce qu'il y a un siège pour conduire dans un sens et un siège de l'autre côté pour conduire dans l'autre sens. C'est Matchbox, mais c'est quand même le volant à gauche. Voilà, donc ça doit être Mattel qui a imposé ses vues. Voilà, des voitures avec deux faces avant de voitures similaires, ça s'est déjà fait. Pas de manière industrielle, hein, donc est-ce que celle-là elle aurait quelque chose de particulier? Je sais pas, quand on voit la taille, là il y a deux portières, mais en fait si j'ouvre que cette portière, j'ai le dossier du siège. Si j'ouvre que celle-là, je suis dans le volant, donc ça ne doit pas être très pratique pour prendre le volant, mais il y a notamment des artistes, et puis après il y a des gens qui se sont amusés à faire des voitures comme ça. Ça ne présente pas un grand intérêt, mais c'était rigolo. Et puis ça finissait avec un concept un peu bizarroïde. Voilà, j'espère que cette vidéo des miniatures achetées en début d'été vous aura plu. Je reviens avec une autre vidéo sur les 24 heures du Mans dans quelques semaines. Ce sera sur le film Les 24 heures du Mans, le film de McQueen. Et d'ici là, prenez soin de vous et buvez de l'eau, restez hydraté. C'est important parce qu'il fait chaud.